Chapitre 5 Les influences. Vous comprenez à présent, j'espère, l'importance de vos choix, même ceux qui vous semblent les plus insignifiants. Une fois cumulés, peuvent avoir un impact considérable sur votre vie. Nous avons également discuté du fait que vous êtes responsable à 100% de votre vie. Vous êtes seul responsable des choix que vous faites et des actions que vous entreprenez. Cela dit, vous devez également savoir que vos choix, vos comportements et vos habitudes sont influencés par des forces externes éminemment puissantes. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du contrôle subtil que ces forces exercent sur leur vie. Pour maintenir la trajectoire positive qui vous mènera vers vos objectifs, vous devez comprendre et maîtriser ces influences afin qu'elles vous soutiennent et non pas au contraire qu'elles entravent votre réussite. Ainsi, nous sommes tous touchés par les trois influences suivantes. Nos apports, ce dont nous nourrissons notre esprit, nos relations, les gens que nous fréquentons, et notre environnement, le milieu qui nous entoure. Apport. Vous êtes ce que vous consommez. Si vous voulez que votre corps fournisse les meilleures performances, il vous faut veiller à consommer des aliments de la plus haute qualité et à éviter la malbouffe. De même, si vous voulez que votre cerveau fonctionne au meilleur de ses capacités, il vous faut veiller encore davantage à ce dont vous le nourrissez. L'alimentez-vous de bulletins d'information ou de séries abrutissantes? Lisez-vous les tabloïds ou Success? Contrôler cet apport a un impact direct et quantifiable sur votre productivité et sur vos résultats. Il est particulièrement difficile de contrôler ce dont votre cerveau se nourrit, tant il ingurgite d'informations inconscientes. Bien qu'il soit vrai que vous pouvez manger sans réfléchir, il est plus facile de faire attention à ce que vous avalez. La nourriture ne sautant pas toute seule dans votre bouche, il vous faut donc rester d'autant plus vigilant à ne pas saturer votre cerveau de matériel sans intérêt, contre-productif, voire carrément destructeur. Il s'agit d'un combat permanent visant à rester sélectif et à monter la garde contre toute information susceptible d'enrayer votre potentiel de créativité. Votre cerveau n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Sa seule fonction est d'assurer votre survie et de répondre en cas de pénurie et d'agression. Votre cerveau est programmé pour chercher les données négatives, amenuisement des ressources, environnement destructeur, bref, tout ce qui est à même de vous blesser. Alors, quand vous allumez la radio en allant au travail et que vous vous faites bombarder d'histoires de cambriolage, d'incendies, d'agressions ou de crise économique, votre cerveau sonne l'alarme et passera la journée entière à se repaître de cet amas de peur, d'inquiétude et de négativité. Même chose lorsque vous mettez les infos du soir en rentrant du travail. Encore des mauvaises nouvelles? Parfait, votre esprit passera la nuit à cogiter là-dessus. Ainsi, livré à lui-même, le cerveau retourne ses informations négatives et inquiétantes nuit et jour. Nul ne peut changer d'ADN, mais tout le monde peut changer de comportement. Nous pouvons apprendre à notre cerveau à faire plus que répondre en cas d'attaque. Comment? En protégeant et en nourrissant notre esprit, en étant discipliné et proactif quant à ce que nous l'autorisons à ingurgiter. Ne buvez pas une eau sale. La vie n'est que le résultat de ce que l'on crée, et ce sont les attentes qui stimulent le processus de création. Alors, quelles sont vos attentes? Vos attentes sont tout ce à quoi vous pensez. Votre processus de pensée, la conversation qui se tient dans votre tête, est à l'origine des résultats que vous allez chercher à créer. La question est donc, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui influence et oriente vos pensées? Réponse. Tout ce que vous vous autorisez à entendre et à voir, tout ce dont vous nourrissez votre cerveau, rien d'autre. Votre esprit ressemble à un verre vide, prêt à contenir tout ce que vous voudriez bien y verser. Si vous y versez des informations à sensation, des titres salaces et des talk-shows, vous le remplissez d'eau sale. Si votre verre est rempli d'une eau sombre et inquiétante, tout ce que vous créerez passera à travers ce filtre sale, à l'image de vos pensées. Vous êtes ce que vous consommez. Tout ce boucan diffusé à la radio, tous ces meurtres, ces complots, ces décès, ces crises économiques et ces conflits politiques influencent vos pensées.
qui influencent vos attentes, qui influencent votre créativité. En voilà une mauvaise nouvelle. Cependant, si vous passez un verre sale suffisamment longtemps à l'eau claire, vous finissez par vous retrouver avec un verre d'eau pure. Qu'est-ce qui constitue cette eau pure? Un apport et des idées positives qui vous inspirent et vous soutiennent. Des histoires d'espoir et de gens qui, en dépit des défis et des obstacles, réussissent de grandes choses. Des stratégies visant au succès, à la prospérité, à la santé, à l'amour et à la joie. Des idées destinées à produire encore plus d'abondance, à vous faire grandir, vous épanouir et dépasser la personne que vous êtes aujourd'hui. Des exemples et des histoires de ce qui est bon, bien et possible en ce monde. C'est pour cela que nous travaillons si dur chez Success Magazine. Nous voulons vous montrer ces exemples, ces histoires, ces secrets à méditer et exploiter pour vous améliorer vous-même, ainsi que votre vision du monde et vos résultats. C'est aussi pour cela que 30 minutes matin et soir, je lis quelque chose qui m'inspire et m'instruit, et c'est pour cela que j'écoute des CD de développement personnel dans ma voiture. Je lave mon verre, je nourris mon esprit. Cela me donne-t-il un avantage sur celui qui lit le journal dès qu'il se lève, écoute les infos en allant au travail et en rentrant chez lui, et regarde le JT avant de se coucher? Absolument. Et cela peut tout changer pour vous également. Étape numéro 1. Montez la garde. À moins que vous ne décidiez de vous terrer dans une grotte ou de vivre sur une île déserte, vous serez confronté à de l'eau sale. Sur les panneaux publicitaires, sur les écrans de télé des cafés et des restaurants, sur les titres choquants des tabloïds disposés à la caisse quand vous faites vos courses, etc. Même vos amis, votre famille et vos propres pensées négatives peuvent ajouter de l'eau sale à votre verre. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre des mesures pour limiter votre exposition à toute cette saleté. Vous ne pouvez peut-être pas éviter la presse à scandale vendue à la caisse, mais vous pouvez annuler vos abonnements. Vous pouvez refuser d'écouter la radio sur votre trajet et choisir d'écouter à la place un CD instructif. Vous pouvez éteindre les infos du soir et à la place parler à vos proches. Vous pouvez n'enregistrer que les programmes que vous trouvez véritablement éducatifs et enrichissants et zapper les publicités destinées à vous donner l'impression d'être inadapté ou de manquer quelque chose, à moins d'acheter tout un tas d'objets inutiles. Je n'ai pas vraiment grandi avec la télévision. Je me souviens avoir regardé quelquefois Solid Gold et l'agence Tourisque, vous vous souvenez? Mais la télé n'occupait pas une place importante dans notre vie de famille. J'ai pourtant réussi à m'épanouir sans elle, et j'ai une approche plus objective quand il m'arrive de regarder un programme à la télé. Bien sûr, je ris moi aussi aux blagues des sitcoms, mais j'en sors avec la même sensation d'indigestion que si j'avais mangé quelque chose de malsain dans un fast-food. Et je ne supporte pas la façon dont la publicité tente de manipuler notre psychisme, nos peurs, nos douleurs, nos besoins et nos faiblesses. Comment m'attendre à avoir une vie épanouissante si je la passe à m'imaginer que je ne suis pas assez bien comme je suis et que je dois absolument acheter ceci ou cela pour être à la hauteur? On estime que les Américains âgés de 12 ans et plus regardent 1704 heures de télévision par an, ce qui équivaut en moyenne à 4,7 heures par jour. C'est-à-dire que nous passons près de 30% de notre temps de veille à regarder la télé. Près de 33 heures, plus d'une journée entière par semaine, soit l'équivalent de 2 mois entiers de télévision par an, c'est incroyable. Et les gens s'étonnent de ne rien faire de leur vie. Procéder à un sevrage médiatique. Les médias adorent nous prendre en otage. Êtes-vous déjà resté coincé sur l'autoroute dans un embouteillage de plusieurs kilomètres, vous mettant en retard à vous demander ce qui pouvait bien se passer, et finalement d'arriver à l'endroit du blocage pour vous apercevoir bien sûr qu'il n'y avait rien du tout? L'accident a eu lieu il y a un moment déjà et les véhicules accidentés ont depuis été déplacés sur le bas-côté. Vous avez été obligé de rouler à 5 km/h simplement parce que les gens ont ralenti pour voir d'éventuels blessés. Voilà qui est vraiment irritant. Mais que faites-vous lorsque votre propre voiture passe à hauteur de l'accident? Vous ralentissez, vous quittez la route des yeux et vous aussi, vous tendez la tête pour essayer d'apercevoir quelque chose. Pourquoi des gens bien sous tout rapport tiennent-ils à voir quelque chose d'aussi tragique? Pourquoi ont-ils un comportement aussi grotesque? Nous le devons à notre patrimoine génétique, au reste de notre instinct de survie préhistorique. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Même si nous souhaitons éviter
toute négativité et sommes rompus à un positivisme à toute épreuve, notre nature profonde ne peut résister à un peu de sensationnalisme. Les médias l'ont bien compris, ils connaissent notre nature parfois mieux que nous-mêmes. Ils ont toujours utilisé des titres choquants pour attirer notre attention. Mais de nos jours, cela ne se limite plus à 3 chaînes d'information et quelques stations de radio. Il y en a des centaines, émettant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les quelques journaux papier ont été remplacés par des infinités de liens Internet qui viennent nous débusquer jusque sur nos téléphones portables. Jamais les médias ne se sont livrés une telle concurrence pour attirer notre attention, et n'ont placé la barre aussi haut pour nous choquer. Ils dénichent une douzaine des événements les plus haineux, scandaleux, criminels, meurtriers, sordides et horribles qui soient chaque jour, et les étalent jusqu'à plus soif dans nos journaux, sur nos chaînes d'information et sur Internet. Pendant ce temps, pendant cette même période de 24 heures, des millions d'événements merveilleux, magnifiques, incroyables ont eu lieu. Pourtant, nous en entendons très peu parler. En étant conditionnés à ne voir que le négatif, nous créons une demande pour encore plus d'événements négatifs. Comment les informations positives peuvent-elles espérer rivaliser avec tant de racolage ? Retournons à notre autoroute. Que se passerait-il si à la place de l'accident sur le côté de la route, on trouvait le coucher de soleil le plus magnifique que l'on ait jamais vu ? Les automobilistes ralentiraient-ils ? Non. Comme je l'ai constaté des tas de fois, ils continueraient de foncer. Le grand danger des médias, c'est qu'ils transmettent une vision pervertie du monde. En se concentrant en répétition sur des messages négatifs, notre esprit finit par croire qu'il s'agit là de la seule réalité. Cette vision du monde, négative, déformée et étriquée, a une grave influence sur votre potentiel de créativité et risque même de le paralyser. Mon filtre anti-négativité. Je vais vous confier comment je m'y prends pour protéger mon mental. Mais, je vous préviens, j'ai un régime particulièrement rigoureux. Vous voudrez peut-être l'adapter à vos préférences, mais en ce qui me concerne, ce système a fait ses preuves. Vous l'aurez deviné, je ne suis jamais les informations à la télévision ou à la radio, et je ne lis aucun journal et aucun magazine d'information. 99% de ces informations n'ont de toute façon aucun rapport avec ma vie, mes objectifs, mes rêves et mes ambitions. J'ai installé un flux RSS qui m'envoie les nouvelles et les innovations de mon domaine qui, elles, ont directement à voir avec mes intérêts et mes objectifs. Les informations qui me sont utiles sont ainsi automatiquement isolées du reste, ce qui m'évite d'avoir de la boue dans mon verre d'eau. Tandis que la plupart des gens perdent des heures à parcourir des tonnes de matériel sans intérêt qui les empêche de réfléchir et leur brouille l'esprit, je reçois les informations les plus productives quand j'en ai besoin en moins de 15 minutes par jour. Étape numéro 2. Inscrivez-vous à l'université ambulante. Mais ce n'est pas tout d'éliminer les apports négatifs. Pour vous diriger vers la bonne voie, vous devez remplacer le mauvais par le bon. Ma voiture ne fonctionne pas sans 2 choses, de l'essence et une discothèque perpétuelle de CD instructifs que j'écoute en conduisant. Un Américain moyen parcourt plus de 19 000 km en voiture par an, soit 300 heures de potentiel purificateur. C'est Brian Tracy qui m'a appris à transformer ma voiture en salle de classe ambulante. Il m'a expliqué qu'en écoutant des CD instructifs durant mon temps de transport, je pouvais bénéficier de l'équivalent de 2 semestres d'enseignement supérieur chaque année. Pensez-y, optimisez le temps que vous perdez couramment à écouter la radio et vous pourriez obtenir l'équivalent d'un doctorat en leadership, en vente, en construction de richesses, en relations ou en quoi que ce soit d'autre qui vous intéresse. Cette stratégie, alliée à votre routine de lecture, vous séparera du reste du troupeau, à coups de CD, de DVD ou de livres. Relations qui vous influencent. Qui se ressemble s'assemble. Les gens avec qui vous avez l'habitude de vous associer constituent votre groupe de référence. À en croire les recherches du professeur David McClelland, sociopsychologue à l'université de Harvard, votre groupe de référence détermine près de 95% de votre réussite ou de votre échec. Avec qui passez-vous le plus de temps ? Qui sont les gens que vous admirez le plus ?
Ces deux groupes de personnes sont-ils exactement les mêmes? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Jim Rohn m'a appris que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Pour Rohn, notre niveau de santé, de comportement et de salaire correspond à celui des gens qui nous entourent. Ceux avec qui nous passons le plus de temps déterminent le type de conversation qui suscite notre intérêt et le genre de comportement et d'opinion auxquels nous sommes régulièrement exposés. À terme, nous commençons à manger comme eux, à parler comme eux, à lire la même chose qu'eux, à penser comme eux, à regarder la même chose qu'eux, à traiter les gens comme eux et même à nous habiller comme eux. Le plus amusant, c'est que bien souvent, nous ne sommes absolument pas conscients des similarités qui nous unissent à ce cercle de 5 personnes. Comment se fait-il que nous n'en soyons pas conscients? Parce que cela ne se fait pas en un instant. Ces associations se font progressivement. Leur influence est si subtile qu'elle revient à nager dans l'océan, en ayant l'impression de faire du surplace, avant de lever la tête et de se rendre compte que le courant nous a imperceptiblement poussés à 1 kilomètre du rivage. Par exemple, vos amis ont pour habitude de commander des amuse-gueules ou des cocktails avant dîner. Si vous sortez souvent avec eux, vous vous retrouverez rapidement vous aussi à grignoter des chips en buvant une autre bière ou un autre verre de vin pour les accompagner. Pendant ce temps, vos autres amis commandent des plats diététiques en parlant de leur lecture et de leurs ambitions professionnelles, et vous commencez à intégrer leurs comportements et leurs habitudes. Vous lisez ce qu'ils lisent, vous partagez les mêmes sujets de conversation, vous regardez les films qui les intéressent, et vous visitez les lieux qu'ils vous recommandent. L'influence de vos amis, positive ou négative, est si subtile qu'elle a toujours un impact incroyable. Alors méfiez-vous. Vous ne pouvez pas mener une vie positive en fréquentant des gens négatifs. Alors, en termes de salaire, de santé ou de comportement, quelle est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Si la réponse vous fait peur, la meilleure façon de vous rapprocher de ce que vous désirez est de passer la plus grande partie de votre temps en compagnie de personnes qui possèdent déjà les qualités auxquelles vous aspirez. Vous constaterez alors que leur influence agit en votre faveur et non pas l'inverse. Les comportements et les attitudes qui ont aidé ces personnes à acquérir le succès que vous admirez feront peu à peu partie de votre vie quotidienne. Fréquentez-les suffisamment longtemps et vous serez vous aussi à même d'obtenir les mêmes résultats. Si vous ne l'avez déjà pas fait, notez le nom des 5 personnes que vous voyez le plus. Écrivez également leurs caractéristiques principales, qu'elles soient positives ou négatives. Peu importe qui sont ces personnes, votre conjoint, votre frère, votre voisin ou votre assistant. Maintenant, établissez leur moyenne. Quelle est leur moyenne de santé, leur moyenne financière, leur moyenne en termes de relations? Étudiez les résultats et demandez-vous, cette liste me convient-elle? Est-ce la direction que je souhaite donner à ma vie? Il est temps de réévaluer vos rapports avec les gens qui vous entourent et leurs ordres de priorité. Les relations que vous entretenez avec eux peuvent en effet vous enrichir, vous appauvrir ou vous laisser sur le carreau. Maintenant que vous avez commencé à réfléchir à ces relations, allez plus loin. Comme Jim Rohn me l'a appris, il peut être utile de les évaluer et de les classer en 3 catégories. Les dissociations, les relations à restreindre et les relations à cultiver. Les dissociations. Vous surveillez les influences auxquelles vos enfants sont exposés et les gens qu'ils fréquentent. Vous êtes conscient du fait que ces gens peuvent avoir un impact sur vos enfants et sur leurs choix. Ce même principe s'applique à vous, et vous le savez bien. Il y a des gens avec lesquels vous devriez couper les ponts, complètement. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Vous devez choisir de ne plus laisser certaines influences négatives vous affecter. Déterminez la qualité de vie que vous souhaitez obtenir et entourez-vous de gens qui représentent et soutiennent cette vision. Moi-même, j'éloigne de ma vie les gens qui refusent d'aller de l'avant et de vivre de façon positive. Modifier les relations que vous entretenez avec les gens est un processus de longue haleine. Certains peuvent me trouver trop rigoureux à cet égard, mais je préfère être ainsi. J'ai été amené à travailler avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais qui, dès que la crise économique a frappé, passait son temps à se concentrer sur l'horreur de la situation et sur les difficultés de son entreprise.
J'ai fini par lui dire « Écoute, il faut que tu cesses de présenter la situation de manière aussi négative. C'est à croire que tu cherches à tout prix à te conforter dans l'idée que la situation est catastrophique. » Il a persisté à vouloir noircir le tableau à tout prix et j'ai finalement décidé de rompre notre relation professionnelle. Lorsque vous ferez le choix difficile de dresser des barrières entre vous et ceux qui vous tirent vers le bas, vous apercevrez qu'ils tenteront de vous en empêcher, surtout ceux qui sont le plus proches de vous. Votre décision de mener une vie plus positive, plus ciblée, ne sera en effet que le reflet inverse de leurs mauvaises décisions. Vous les mettrez mal à l'aise et ils tenteront de vous ramener à leur niveau. Leur résistance ne signifie pas qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils ne vous souhaitent pas ce qu'il y a de meilleur. En fait, il ne s'agit même pas de vous, mais de leur propre peur et de leur propre culpabilité à l'idée d'avoir fait de mauvais choix et de manquer de discipline. Sachez donc qu'il ne sera pas facile de couper les ponts. Les relations à restreindre. Il y a des gens avec qui vous pouvez passer 3 heures, mais pas 3 jours. D'autres avec qui vous pouvez passer 3 minutes, mais pas 3 heures. N'oubliez jamais que l'influence de ces relations est à la fois forte et subtile. La personne avec laquelle vous marchez peut déterminer votre rythme, au propre comme au figuré. De même, vous ne pouvez qu'être influencé par les attitudes, les actions et les comportements dominants des gens avec qui vous passez du temps. Déterminez à quel point vous pouvez vous permettre d'être influencé par quelqu'un. C'est difficile, je sais. J'ai moi-même dû recourir à ce procédé à plusieurs occasions, y compris avec des membres de ma famille proche. Je refuse, cependant, que les actions ou les attitudes de quelqu'un d'autre aient une influence néfaste sur moi. Je peux passer 3 minutes avec mon voisin. Pendant 3 minutes, nous bavardons avec plaisir, mais nous ne discuterions pas pendant 3 heures. Je peux passer 3 heures avec un vieux copain du lycée, mais sûrement pas 3 jours. Et puis, il y a les gens avec qui je peux rester pendant quelques jours, sans pour autant partir en vacances avec eux. Évaluez vos relations et assurez-vous bien de passer le temps qu'il faut avec les bonnes personnes. Les relations à cultiver. Nous venons de mentionner les personnes susceptibles de vous influencer négativement. À l'inverse, cherchez les personnes dotées de qualités positives dans les domaines où vous souhaitez vous-même vous améliorer, celles dont la réussite financière et professionnelle correspond à vos ambitions, dont la façon d'élever leurs enfants vous plaît, dont vous aimez le style de vie et avec qui vous aimeriez devenir amis. Efforcez-vous ensuite de passer plus de temps avec elles. Rejoignez les organisations, les commerces et les clubs de sport où ces gens ont tendance à se réunir et nouer des amitiés. Vous verrez plus loin comment cela m'a même conduit à me rendre dans une autre ville pour passer du temps avec certaines personnes avec des résultats totalement fortuits. Vous avez constaté tout au long de ce livre à quel point je ne taris pas d'éloges à propos de Jim Rohn. C'est qu'en dehors de mon père, Jim reste mon plus grand mentor et ma plus grande source d'influence. Ma relation avec Jim illustre à merveille le concept de relation à cultiver. Bien que je n'ai dîné avec lui que quelques fois et passé que peu de temps à lui parler au cours de nos interviews et dans les coulisses de quelques événements, j'ai passé énormément de temps à écouter Jim dans ma voiture ou à lire ses écrits dans mon salon. J'ai ainsi passé plus de 1000 heures à recevoir des instructions directes de Jim, à 99% à travers ses livres et ses programmes audio. Le plus intéressant, c'est que où que vous vous trouviez à la maison à vous occuper de vos enfants ou à prendre soin de parents âgés, au bureau entouré de gens avec qui vous avez peu en commun, ou en pleine campagne loin du moindre immeuble, vous pouvez vous aussi bénéficier des enseignements d'un mentor, pour peu que ce dernier ou cette dernière ait mis ses pensées, ses histoires et ses idées à disposition dans un livre, sur CD, DVD ou podcast. Vous bénéficiez d'une source illimitée. Tirez-en profit. Si vous souhaitez une meilleure relation, plus profonde, plus significative, demandez-vous: qui a le type de relation que je recherche? Comment puis-je passer du temps, plus de temps, avec cette personne? Qui puis-je rencontrer qui pourrait m'influencer de manière positive? Laissez son influence déteindre sur vous. Devenez ami avec la personne qui, à vos yeux, réussit le mieux dans votre domaine. Que lit-elle? Où déjeune-t-elle? En quoi peut-elle vous influencer? Inscrivez-vous à des réseaux, à des associations de type
Toastmasters. Trouvez les organisations caritatives, les chorales, les clubs où se réunissent ceux que vous souhaitez égaler. Trouvez-vous un compagnon d'excellence. Une autre façon de rencontrer des gens avec lesquels vous souhaiteriez entamer une relation durable est de vous associer à quelqu'un qui sera aussi déterminé que vous à étudier et à se développer. Cette personne doit être quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire ce qu'il pense vraiment de vous, de vos attitudes et de vos performances. Il peut tout aussi bien s'agir d'un ami de longue date que quelqu'un qui vous connaît très peu. L'idée est de recevoir et de donner un avis extérieur objectif et honnête. Mon compagnon d'excellence actuel est mon bon ami Landon Taylor. Comme je l'ai déjà expliqué, nous nous appelons chaque vendredi pendant 30 minutes pour discuter de nos victoires, de nos défaites, de nos solutions et de nos trouvailles de la semaine et pour nous dire où nous en sommes de nos projets. Me savoir redevable envers Landon m'aide à rester d'autant plus impliqué pendant toute la semaine. Je prends note des échecs de Landon ou des commentaires dont il a besoin et je m'assure de lui demander la semaine suivante où il en est à ce propos. Il me rend l'appareil. Nous sommes ainsi redevables l'un envers l'autre. Il peut, par exemple, me demander « Bon, tu as admis t'être planté sur ce point la semaine dernière et tu t'es engagé à agir pour que cela change. Alors, qu'as-tu fait cette semaine pour y remédier ?» En tant que directeur, nous menons tous deux une vie active. Cela n'a donc de cesse de me surprendre que nous réussissions malgré tout à faire cela chaque semaine, sans exception. Ce n'est pas facile, je suis parfois au milieu de ma journée et je me dis « Ah zut, il faut que je lui téléphone !» Mais souvent, au cours de notre appel, je suis vraiment heureux que nous ayons cette conversation. Le simple fait de préparer cet appel et de devoir réfléchir à mes principales victoires et défaites de la semaine m'apprend des choses sur moi-même. Cette semaine, j'ai confié à Landon. Tu sais, j'ai des tas de projets en cours. J'écris un livre, je m'aperçois de beaucoup de choses et je fais des tas de découvertes surprenantes, mais pas une seule qui vale réellement la peine que je t'en parle. Il m'a répondu « Je veux que ce soit la dernière fois que tu n'aies pas quelque chose de valable à me raconter. » Gloops. Ne triche pas, m'a-t-il dit. J'ai bien reçu le message. En fait, si je trichais, c'était seulement envers moi-même, en ne parvenant pas à identifier une seule chose qui soit suffisamment mémorable pour la partager avec lui. C'est un défi de taille que je vous propose, si vous êtes prêt à le relever. Vous voulez une opinion franche et honnête? Trouvez des gens qui tiennent suffisamment à vous pour vous dire la vérité telle qu'elle est, et posez-leur les questions suivantes. Comment me vois-tu? À ton avis, quelles sont mes forces? Dans quel domaine dois-je m'améliorer? À quel niveau ai-je tendance à saboter mes efforts? Quelle est la chose que je devrais arrêter de faire? Quelle est la chose que je devrais commencer à faire? Investissez dans un bon mentor. Paul J. Meyer a lui aussi été mon mentor par le passé. Paul est décédé en 2009 à l'âge de 81 ans. À chaque fois que je pensais véritablement bien réussir, que je croyais avoir atteint un haut niveau, je contactais Paul, qui me faisait redescendre sur terre. L'étendue de ses activités était tout bonnement abasourdissante. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Paul a acheté l'une de mes sociétés et j'ai repris l'une des siennes. C'est un être qui a beaucoup marqué ma vie. Au bout de 2 heures passées en sa compagnie, à l'entendre parler de tous ses projets, toutes ses entreprises et ses activités, j'avais mal à la tête. Tenter de comprendre ses objectifs suffisait à m'épuiser. Au bout de 2 heures, j'avais besoin d'aller me coucher. Pourtant, cette relation a développé mes perspectives, car, alors que je marchais encore, il était déjà en train de courir. Il m'a fait comprendre que je pouvais être bien plus ambitieux que je ne l'étais. C'est toujours bien de s'entourer de ce genre de personnes. Nul n'est trop bon pour avoir un mentor. Lors de mon interview avec l'homme d'affaires Harvey Mackay, ce dernier m'a confié « Me croiriez-vous si je vous disais que j'ai eu 20 coachs ? Un pour m'apprendre à m'exprimer en public, un pour m'apprendre à écrire, un pour m'apprendre le sens de l'humour, un pour m'apprendre les langues étrangères et ainsi de suite. » J'ai toujours trouvé intéressant que les gens situés au plus haut de l'échelle, ceux qui réussissent vraiment, s'avèrent être ceux qui sont disposés à engager les meilleurs coachs et les meilleurs formateurs. Cela prouve qu'un investissement est payant, qu'un tel investissement est payant. Trouver un mentor ne doit pas nécessairement être un processus mystérieux ou intimidant. En fait, l'expert en management Ken Blanchard m'a expliqué à quel point c'était simple.
Il faut se souvenir qu'un mentor ne doit pas forcément vous consacrer beaucoup de son temps. Les meilleurs conseils que j'ai reçus m'ont été donnés au cours d'entrevues brèves, d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner, tandis que je racontais ce sur quoi je travaillais et que je demandais conseil. Vous serez surpris de constater à quel point les hommes et les femmes d'affaires les plus prospères sont disposés à vous conseiller, si cela ne leur prend pas beaucoup de temps. L'entraîneur de basket-ball, John Wooden, affirme lui aussi que beaucoup de gens aiment jouer les mentors. Être un mentor signifie laisser une véritable empreinte. C'est le meilleur héritage que l'on puisse laisser. C'est un processus infini. C'est la raison pour laquelle on se lève tous les matins pour enseigner aux autres et apprendre des autres. Il explique également qu'il ne s'agit pas d'un processus à sens unique. Tout individu doit être disposé à recevoir des conseils. Nous nous devons de rester prêts à ce que notre entourage influence, modèle et renforce nos vies et nos esprits. Recrutez votre propre conseil consultatif. Déterminé à devenir plus sage, plus stratégique, à fonctionner de manière plus efficace et à interagir plus intensément et plus souvent avec des leaders d'opinion, j'ai mis au point mon propre conseil consultatif. J'ai personnellement sélectionné une douzaine de personnes pour leur domaine d'expertise, leur capacité à penser de manière créative et ou par respect pour qui elles sont. Une fois par semaine, je fais appel à plusieurs d'entre elles afin de solliciter leurs idées, discuter de certaines réflexions avec elles et leur demander leur opinion. Depuis que j'ai mis ce processus au point, je peux vous assurer que j'en ai tiré de réels bénéfices, bien plus que ce à quoi je m'attendais. C'est surprenant, mais les gens les plus géniaux sont heureux de partager leur savoir si vous leur portez un intérêt véritable. Alors, qui choisir dans votre conseil consultatif ? Entourez-vous de gens positifs qui ont atteint le niveau de réussite auquel vous aspirez. Souvenez-vous de cet adage, ne demandez jamais conseil à quelqu'un avec qui vous n'aimeriez pas échanger votre place. Environnement. Changez de panorama, changez de perspective. Lorsque je travaillais dans l'immobilier à l'est de la baie de San Francisco, la population que je côtoyais dans le cadre de ma vie et de mon activité professionnelle était très limitée. Je croisais toujours le même genre de personnes, opérant au même niveau. Je savais qu'il me fallait trouver un autre cercle de relations en vue de prendre la direction que je m'étais fixée. J'ai commencé à me rendre de l'autre côté de la baie pour rejoindre Tiburon, l'un des lieux les plus riches et les plus beaux de la planète, dans le Marin County au nord de San Francisco. Si vous êtes déjà allé à Monaco, vous aurez une idée de ce à quoi ressemble Tiburon, en beaucoup plus coquet. C'est un endroit spectaculaire. Je me rendais dans un délicieux restaurant de fruits de mer chez Sam sur la Jetée. La nourriture y était merveilleuse, mais surtout, le restaurant comptait les résidents les plus influents de la région. En plus d'aller déjeuner chez Sam pour étendre mon réseau de relations, je m'asseyais sur la Jetée et j'observais les collines. J'étais fasciné par les maisons accrochées aux falaises, des demeures valant plusieurs millions de dollars. L'une d'entre elles en particulier attirait toujours mon attention. Une maison bleue de 4 étages, dotée d'un ascenseur et d'un paratonnerre sur le toit. Quelle est la maison idéale, me demandais-je à chaque fois. Si l'on me donnait l'une de ces maisons, laquelle choisirais-je ? La réponse était toujours la même, la maison bleue. Son emplacement était idéal et sa vue magnifique. Elle devançait de loin toutes les autres. Un jour, en rentrant de déjeuner, j'ai remarqué un panneau indiquant une maison à vendre et je me suis dit que ce serait amusant d'aller y jeter un coup d'œil. J'ai suivi les panneaux dans le dédale des étroites rues côtières pour finalement atteindre le sommet de la colline et trouver la maison en question. Je suis entré par une impressionnante baie vitrée pour découvrir sur un panorama à 300 degrés l'extrémité de la péninsule de Tiburon. Angel Island, sur l'autre rive, Berkeley et l'est de la baie, le Bay Bridge et toute la ville de San Francisco jusqu'au Golden Gate. Je me suis rendu sur le balcon et j'ai regardé autour de moi. J'ai alors réalisé que je me trouvais précisément dans la maison dont je rêvais depuis des années. C'était la Maison Bleue. Je l'ai achetée sur le champ. La maison de mes rêves était désormais à moi. Je n'ai pas vraiment rencontré qui que ce soit qui ait changé ma vie chez Sam. Mais ce nouvel environnement a eu un réel impact sur moi. Admirer toutes ces maisons bordant les collines a motivé mon ambition et mes rêves.
Je me suis mis à travailler d'arrache-pied pour concrétiser mes rêves, et ils se sont réalisés. Votre cœur abrite peut-être un rêve trop grand pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parfois, il faut en sortir pour réussir à réaliser ce rêve. C'est exactement comme si vous plantiez une pousse de chêne dans un pot. Une fois que la pousse prend racine, sa croissance est limitée. Il lui faut plus d'espace pour se transformer en un beau chêne. Vous aussi avez besoin d'espace. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas uniquement du lieu où vous vivez. Je me réfère à tout ce qui vous entoure. Créer un environnement positif sur lequel asseoir votre réussite signifie qu'il vous faut faire le tri dans votre vie. Pas seulement le tri des objets ou des éléments physiques qui vous empêchent de travailler de manière productive et efficace, même si ça aussi c'est important, mais aussi le tri des éléments psychiques qui vous entourent, de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce qui est brisé, de tout ce qui vous hérisse le poil. Tous les aspects incomplets de votre vie drainent vos forces, vous ôtent l'énergie nécessaire à votre réalisation et à votre réussite, aussi sûrement qu'un vampire suce le sang. Toutes les promesses non tenues, tous les engagements et les accords non réalisés sapent votre potentiel en bloquant votre élan et en inhibant votre capacité à aller de l'avant. Tous les travaux non bouclés vous rappellent vers le passé pour que vous y mettiez un terme. Alors réfléchissez à ce que vous pouvez terminer aujourd'hui. Par ailleurs, lorsque vous créez un environnement prêt à soutenir vos objectifs, souvenez-vous que vous n'obtenez dans la vie que ce que vous tolérez. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, et surtout dans vos rapports avec votre famille, vos amis et vos collègues. Ce que vous avez décidé de tolérer se reflète également dans les situations et les circonstances de votre vie actuelle. En d'autres mots, la vie ne vous donne que ce que vous acceptez et que ce dont vous vous croyez capable. Si vous tolérez de ne pas être respecté, vous ne serez pas respecté. Si vous tolérez que les gens arrivent en retard et vous fassent attendre, les gens arriveront en retard à vos rendez-vous. Si vous tolérez d'être sous-payé et exploité, cette situation ne changera pas. Si vous tolérez que votre corps soit en surpoids, fatigué et constamment malade, il le sera. C'est fascinant à quel point la vie s'organise autour des standards que l'on se fixe. Certaines personnes se croient victimes du comportement des autres, mais en vérité, nous pouvons contrôler la façon dont les gens nous traitent. Protégez votre espace émotionnel, mental et physique, et vous vivrez en toute sérénité, en dehors du chaos et du stress que le monde vous jette à la figure. Si vous souhaitez instaurer une routine de discipline, de rythme et de régularité, afin que l'élan ne se contente pas de vous rendre visite, mais s'installe chez vous de façon permanente, faites en sorte de lui préparer un environnement accueillant qui vous aidera à vivre un niveau d'excellence. Puisque nous parlons d'excellence, j'aimerais dans le prochain chapitre vous apprendre à utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et vous dévoiler comment accélérer vos résultats, obtenir des résultats encore meilleurs en fournissant un tout petit effort supplémentaire qui pourrait passer pour de la tricherie ou pour de la concurrence déloyale. Mais qui a dit que la vie était toujours juste ? Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumez des mesures à prendre. Identifiez l'influence que les médias et les informations ont sur votre vie. Déterminez de quelles influences il vous faut protéger votre verre, votre esprit, et comment vous allez régulièrement remplir ce verre, toujours votre esprit, d'influences positives et optimistes. Remplissez la fiche apport et influence en fin de livre. Évaluez vos relations actuelles. Avec qui feriez-vous mieux de limiter vos relations ? De qui feriez-vous mieux de vous dissocier complètement ? Établissez des stratégies pour étendre le réseau de vos relations. Remplissez la fiche évaluation des relations en fin de livre. Choisissez un compagnon d'excellence. Décidez à quel moment, à quelle fréquence et à quel niveau vous serez redevables l'un envers l'autre et quelles idées vous attendez que chacun apporte à la conversation. Identifiez les 3 domaines de votre vie que vous êtes le plus déterminé à améliorer. Engagez un mentor dans chacun de ces 3 domaines. Vos mentors peuvent être des gens qui ont réussi dans le domaine qui vous intéresse et avec qui vous avez de brèves conversations, mais ils peuvent également être des experts qui ont noté leurs idées dans des livres ou les ont enregistrées sur CD.